Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12, le zénith de ce 20 juin 2018, journée mondiale des réfugiés. On pense à tous ces réfugiés camerounais qui sont au Nigeria du fait de la crise anglophone. Nous parlerons davantage ce matin du gouvernement qui engage la sécurisation du Sénadi sous la houlette de Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances. Après la traque, comme vous le savez, des fonctionnaires fictifs, place donc maintenant au Sénadi, le Centre national de développement de l'informatique, qui en réalité assure le système informatique gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde CJPES. Et donc il est prévu dans les tout prochains jours le dévoilement du nom de l'entreprise chargée de cette sécurisation du Sénadi. Comme quoi le Cameroun se met en ordre de marche pour assainir le fichier solde de l'État qui, comme vous le savez, a toujours créé d'énormes désagréments dans la gestion publique dans ce pays. Le Zénith est une émission consacrée donc au sujet qui nous intéresse avec toute une grande équipe, les soldats de l'audiovisuel qui se mettent sur le ring de boxe pour vous accompagner jusqu'à 12h. D'abord vous, Auréole Choumi, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à nos milliers, j'allais dire nos milliards de téléspectateurs ce matin. Des milliards, vous dites, des milliards téléspectateurs ce matin. Alors, on vous retrouve à 10h30 pour la colère d'Auréole. Une colère auréolée, comme toujours, d'expressions magnifiques et magiques, comme vous savez le faire, à travers votre lecture de ce qui se passe, mais un coup de gueule davantage, des choses qui ne marchent pas. Surtout que le Cameroun, très souvent, a envie de se positionner comme une exception planétaire, quand même à le dire certains. Il est donc de bon ton de dénoncer un certain nombre de mots, un certain nombre de tares Tout à fait. Qui freinent l'avancement de cette République et qui ne participent pas véritablement à le positionner au-devant de la scène comme étant un modèle. Quand vous prenez l'exemple du Rwanda, quand vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, 10 ans de guerre civile en Côte d'Ivoire, le Nigeria avec la guerre du Biafra, et aujourd'hui, vous avez le Cameroun qui n'a jamais connu de guerre, à proprement parler, en dehors de la guerre de Bakassi, qui était une sorte de dispute frontalière entre le Nigeria et le Cameroun. Mais aujourd'hui, vous retrouvez quand même le Cameroun comme étant un des derniers pays sur la planète Terre. Il y a de quoi être en colère tous les matins quand on est sur le plateau de 10-12 le Zénith. Absolument. Auréole Choumi qui va signer sa chronique à 10h30. Pensons ce matin aux 15 personnes mortes à Abidjan des suites d'inondations, de pluies diluviennes qui de ce côté-là a causé de nombreux morts. Également sur le plateau ce matin, lendemain de victoire du Sénégal qui marque aussi la première victoire africaine en Coupe du Monde en Russie 2018. Victoire face à la Pologne, 2-1. Je vous dis bonjour Florazé, bienvenue sur le plateau. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Oui, très contente également, enfin on a également vu des posts des Camerounais se dire être sénégalais cette fois. Donc ça prouve quand même qu'on reste aussi unis en Afrique et puis avoir une très belle représentation, une très belle performance, ça donne de l'espoir. Alors ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, lorsqu'il sera 11h passé de 6 minutes, il y a tellement d'informations à se mettre sous la dent, mais également on va revenir sur la crise anglophone. Nous sommes dans un village dans le sud-ouest, Ekona, près de 2500 habitants qui ont pris la broussaille pour refuge, la brousse pour refuge, un village totalement vidé justement par les violences grandissantes dans cette partie du pays. On va revenir également avec la crise économique qui sévit à la CDC, Cameroun Development Corporation. On sait très bien que c'est une entreprise au sud-est qui produit quand même de la banane, de l'EVA et bien d'autres. Donc on va revenir sur cette type d'informations avec d'autres en complément dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Bon, je commence déjà à savourer toutes ces informations-là, Florazé. Je tenais à vous dire que votre surnom a été tout trouvé juste après la victoire sénégalaise hier, Florazé Nab, puisque tout le monde se met à l'heure sénégalaise et au Wolof. Merci Eric Fopoussi. Oui. Alors sur ce plateau ce matin, Bengan, bonjour et bienvenue, doyen. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Nous sommes bien mercredi le 20 juin 2018. C'est aujourd'hui que le chef de l'État doit nous dire si oui ou non
nous allons aller aux élections municipales ou pas. Va-t-il les reporter? Va-t-on les tenir cette année? C'est la date limite, c'est aujourd'hui. Il en a jusqu'à minuit. Oui, la convocation du corps électoral pour les municipales, mais également demain 21 pour les législatives et jusqu'au 16 juillet, puisque depuis le 16 juin, il peut convoquer pour la présidentielle. Donc, c'est vraiment une course contre la montre qui est lancée contre le président Paul Biya maintenant. Va-t-il respecter la loi, la Constitution, ou va-t-il se mettre en marge de la réglementation des textes de la République? On verra bien si les républicains, comme il semble bien vouloir nous le dire tous les jours dans ses discours. Madame, Monsieur, l'émission se démarre tout de suite avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Nous posons sur la table un problème et on essaie de le résoudre avec évidemment Haribel sur ce plateau. Bonjour et bienvenue Haribel. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour Auréole Tchoumi. Bonjour Mani. Bonjour Florazé. Bonjour. Bonjour le Père Mbombo. Bonjour ma fille. Et bonjour à vous. Bonjour aux mamans papa. Vous connaissez les mamans papa? Vous connaissez pas les mamans papa? C'est encore quelque chose. Les mamans qui se lèvent tôt, qui partent au marché Sandaga chercher de quoi manger pour nourrir les enfants. Non, mais On les appelle les mamans papa. Non, c'est leur devoir. L'heure de voir. Ah non, non. Elles sont très braves. Elles sont très Elles sont braves. très Oui, braves. elles sont Chapeau, leur- mesdames. Elles Dans la sont pluie, braves, mais c'est sous leur le travail. soleil. Ouais. Elles bâchent les casiers, travail. les cajots de tomates Tomates. sur la moto Ouais. pour aller vraiment chercher de Merci, quoi Haribel. manger. Merci. Merci beaucoup Flora. Non, je pense à vous. Maintenant, c'est l'histoire, non, Eric? Oui, c'est l'histoire. C'est toujours l'histoire d'une femme. C'est grave dans son foyer. Nous sommes, c'est la période des vacances, non? Il reste 2 mois et demi, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que son mari a dit? Son mari a dit que, madame, fais les bagages, tes bagages et ceux des enfants, vous partez au village. Au village, passer les 2 mois qui restent avec maman, donc sa mère à lui. La femme a dit, qu'est-ce que tu dis là? Que moi, j'ai laissé les enfants, je rentre ou je reste avec les enfants. Il a dit, tu restes avec les enfants. Donc, il fait les 2 mois. Elle doit aller faire 2 mois de vacances avec les enfants. Elle a dit, non, je ne peux pas te laisser et aller faire 2 mois au village. Mieux, je m'en vais, je laisse les enfants passent les vacances avec leur grand-mère et moi, je rentre rester avec toi. Il dit non, et que tu me vois chaque jour. Moi, je préfère que tu ailles au village parce que tu es mieux placé pour prendre soin des enfants là-bas. Maman est déjà fatiguée et tout. Elle dit, ou alors, si tu n'es pas d'accord, on reste, les enfants n'y vont pas en vacances et on reste, moi, je ne bouge pas parce que moi, je ne peux pas te laisser et aller faire 2 mois au village. Voilà le problème. C'est très grave dans son foyer, Eric, parce qu'elle refuse d'aller passer 2 mois de vacances au village et laisser son mari à la maison. Et elle a demandé vos conseils. Alors, de prime abord, on serait tenté de tout de suite apporter une réponse cinglante et précise à cette femme en lui disant qu'elle a désobéi à son mari, qu'elle est sous le coup d'une désobéissance conjugale et qu'à ce titre, elle mérite toutes les condamnations, toutes les sentences de la terre. Mais, attention, attention, le problème est plus complexe que ça parce qu'on doit bien comprendre quels sont les tenants et les aboutissants d'une telle décision de cette dame. Pourquoi refuse-t-elle d'aller passer 2 mois au village comme l'intime ou comme le demande de son mari? Alors, Boro Bengan, j'aimerais tout de suite vous poser la première question parce que on a toujours dit que l'homme est le chef de famille, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le temps, c'est lui qui décide de ce que le couple doit prendre comme chemin. Alors, dans cette histoire, que doit-on comprendre de la réaction de la dame? D'abord, quand vous tenez les propos que vous venez de tenir, les femmes ont l'impression que c'est une dictature. En fait, il faut dire que l'homme encadre son foyer en veillant sur les directives qui sont implémentées depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité existe. D'accord. Et donc, l'homme contrôle la situation de son terrain. Mais quand vous le dites, on va dire que oui, le commandant a dit que je sais, bon, vous savez, c'est des siècles après siècles, le langage change et ça... Doit-on rougir de ce que l'homme soit le chef de famille et que comme chef... Non, non, je veux dire qu'il faut qu'on s'entende sur les termes. D'accord. Ouais. Donc, dire comme ça, c'est pas bon. Il faut dire plutôt que la femme, elle a tendance à ne pas savoir pourquoi elle est en mariage. C'est elle qui ne connaît pas. Justement, c'est pour ça qu'il faut
faire attention aux termes que vous utilisez. Donc, la femme doit éduquer les enfants. L'instruction, c'est autre chose. C'est l'école où on fait la... Oui. C'est la femme qui éduque ses enfants. Et donc, on imagine mal que les enfants soient au village sans elle. Absolument. Oui. Il faut qu'elle les accompagne. Et quand le mari dit 2 mois, la question fondamentale que la femme, son épouse, aurait pu lui dire, mais qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Voilà, c'est-à-dire que est-ce qu'il y en a qui sont un peu turbulents que d'autres, ainsi, voilà. Et bon, rester là-bas. Mais elle ne s'occupe pas de ses enfants. Elle veille plutôt sur... elle soupçonne son mari, sûrement. Elle commence à soupçonner son mari, alors que son rôle principal, c'est de veiller sur l'éducation des enfants. C'est la femme qui éduque ses enfants. Et donc, maintenant, le mari donne un argument de taille. Tu sais que maman est fatiguée. Voilà, ça veut dire qu'en fait, que la femme, elle doit éduquer ses enfants et elle doit veiller, parce que c'est elle qui restera avec les marmites de sa belle-mère. D'accord. Ce ne sont pas ses enfants. Donc, en fait, ce mari, il faut lui donner, j'allais dire, un trophée. Parce que et la femme ne comprend rien à rien. C'est à elle de savoir que, ah, voilà une autre confiance. C'est-à-dire que mon mari me fait confiance. Non seulement je vais avec les enfants, mais à côté de leur grand-mère pour laquelle je vais prendre le terrain. Donc c'est elle qui prendra la cuisine de sa belle-mère. Mais elle a fait d'oublier ça. Oui, est-ce que c'est la seule raison qu'on pourrait mettre sur la table ce matin? Est-ce qu'il n'y a pas derrière des relations conflictuelles que cette femme pourrait entretenir avec sa belle-mère? Ou peut-être elle n'est pas habituée à vivre dans les conditions difficiles du village. Il y a des femmes qui le disent, hein, qu'elles préfèrent rester en ville avec tout ce qu'on a comme concert de télévision, de distraction en ville, d'engagement, qui pourrait nuire à son épanouissement in fine. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'ordre des priorités. Et c'est même les femmes qui nous le rappellent souvent. Oui. Quand vous lui dites, j'avais besoin de... Elle peut vous laisser la nourriture là parce que ses cheveux, dans ses priorités, c'est que ses cheveux doivent vraiment, ça fait 3 mois, le pain n'entre plus. Voilà. Et donc, c'est l'ordre de priorité. Ici, elle oublie donc les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire et pour elle et pour sa vie? Et même si elle avait des problèmes, elle avait, comme vous avez dit, elle était en relation conflictuelle avec sa belle-mère. Oui. C'est l'occasion là maintenant de tout résoudre, puisque c'est à elle que reposera toute la famille demain, lorsque sa belle-mère ne sera plus. Donc elle fait donc d'ignorer les priorités. Et quand vous ne mettez pas, vous ne traitez pas les problèmes par ordre de priorité, justement, on va vous aller rester dans les détails. Puis mon mari, d'abord, quand je suis parti, il est rentré à 18h. Quelquefois, à 15h30, dès que le travail finit, il est là, mais comment il commence à rentrer à 18h30? D'abord, elle va mettre des gens qui vont surveiller son mari. Ça, c'est des épiphénomènes. Ça n'entre même pas dans l'organisation normale. Donc, il y a des priorités qui sont plus formes la base. Voilà. L'éducation d'avant et surtout, elle est comptable matière de la maison, à commencer par la cuisine de sa belle-mère qui va bientôt partir. Dont elle est l'héritière ipso facto. De toutes les manières, elle est l'épouse de quelqu'un et elle a trouvé une belle-mère et c'est elle. Quand la belle-mère va partir, ce ne sont pas ses propres filles, c'est elle qui est la belle-fille qui va ouvrir la chambre de sa belle-mère pour partager, y compris aux sœurs de son mari. D'accord. Parce que c'est à elle que la maman confie sa cuisine. Très bien. Alors, Auréole Choumi, ce matin, je vous demande, hein, vraiment en les yeux dans les yeux, je vous le demande clairement ce matin. Voilà, ne craignez rien. Alors, est-ce que pour cet homme, c'est pas exagéré quand même de demander à son épouse de passer 2 mois hors de sa maison, connaissant les hommes avec leurs appétits, on imagine libidinaux, comment va-t-il tenir 2 mois sans sa femme près de lui? Alors je vois les gens commencer à me dire, à me faire un procès d'intention. Est-ce que c'est pas quand même exagéré? 2 mois, c'est pas beaucoup quand même? D'abord, il faut pousser que avec elle à la maison ou sans elle à la maison, on fait ce qu'on veut quand on le veut. Le travail finit très souvent à 18h. On arrive à la maison à 20h. On est parfois au bar en train de prendre une bière avec des amis, mais on peut être avec une petite. Est-ce qu'on a besoin qu'elle soit légitimée? Je suis en train de vous dire donc que ce n'est pas un argument. C'est-à-dire que l'homme qui a envie de
s'envoyer en l'air avec des petites ou de jouer la vie avec des petites, n'a n'a absolument pas besoin que sa femme soit au village. J'utilisais Ça c'est d'un. L'homme sait que, Éric Fopoussi, nous sommes dans un pays difficile où l'assurance sociale, la couverture santé n'existe pas. Parfois, le travail se fait sans affiliation à la CNPS. Donc l'homme vit au quotidien une sinistrose et voudrait profiter de 3 mois où il laissera ses enfants avec sa mère et son épouse, où il sera libre de tout mouvement, pour essayer de capitaliser, parce que c'est la période la plus stressante de l'année, puisque les rentrées scolaires arrivent. À partir du mois d'août, monsieur, tous les hommes stressent. Les bars se vident, parce que les cahiers sont là, les sacs de classe sont là, les scolarités sont là, il faut tout payer. Maintenant, je ne comprends pas que, aujourd'hui, et tout ça, c'est nouvelas. C'est nouvelas. Parce que nous avons grandi dans des familles où obligatoirement, dans les années 90, les pointages des chauffeurs, c'était à la période des vacances. Les mamans allaient nous laisser au village. C'est vrai qu'elles restaient parfois 1 mois et elles remontaient à Douala parce que pour la plupart, elles étaient des commerçantes. Mais si un monsieur lui dit va faire 2 mois, d'abord ça prouve qu'elle ne travaille pas. Et une femme qui ne travaille pas, je ne sais pas si au village il n'y a pas la télé, parce que son problème principal, c'est nouvelle-là, c'est qu'elle se dit qu'elle ne va plus pouvoir regarder ses séries. Et elle ne va plus pouvoir contrôler son mari. Mais vous ne pouvez pas contrôler votre mari. Oui. C'est l'occasion d'emmener les enfants se ressourcer. C'est ça les vacances. Les enfants n'ont pas passé les vacances à Douala dans le même environnement dans lequel ils ont passé une année entière. Oui. C'est pourquoi le phénomène de tourisme existe. Et si nous n'avons pas de moyens conséquents, il est important pour nous de pouvoir faire un tourisme, ne serait-ce qu'à quelques 300 km de la ville de Douala ou de Yaoundé, de l'endroit où on se trouve. Et la femme, je voudrais sortir par là, la femme n'a pas à désobéir à son mari. Elle doit apporter des arguments de poids. L'homme a avancé un argument de taille, l'état de santé de sa maman. Mais qui devrait veiller sur la maman? Maman Mégane a tout dit. Qui devrait veiller sur la maman? Ce ne sont pas les filles de la maman, monsieur. Ce sont les belles filles qui veillent sur la maman. D'accord? Et c'est l'occasion pour elle d'amener les enfants, parce que nous, ici à Douala, on ne parle que le français et l'anglais à nos enfants. L'anglais pour ceux qui en parlent. Mais, comme on le dit depuis l'enfance, là, un bandit entre chez toi, tu es incapable de dire à l'enfant, donne-moi mon fusil qui est au chevet du lit. Parce qu'il ne sait pas parler ta langue. Donc c'est l'occasion pour la maman d'emmener les enfants au village, de se ressourcer elle-même avant de revenir. Avant de revenir. Ok, Auriol, on l'a compris hein, clairement. Florazé, je commence un tout petit peu à soupçonner que vous soyez tout à fait aux antipodes de ce qui a été dit jusqu'ici, parce que vous estimez que c'est une honte de dire ça. Oui. Non, non, il faut éviter de rabaisser. Non, vraiment. Vous êtes total. Oui, mais non, il faut éviter de rabaisser la femme. Oui. On ramène les novellas et tout. Et puis quoi? On a le droit de choisir avec quoi se distraire. Alors non, et vous, et dans vos propos, vous entamez, vous rabaissez la femme, parce que quand vous dites l'homme est le chef de famille. Qu'est-ce que l'homme a approuvé à la femme? L'homme n'a rien. L'homme n'a rien. Non, oui, mais l'homme n'a rien. Et Momoka a bien fait. Momoka a bien fait de vous recadrer, en fait. Momoka a bien fait de vous recadrer. Parce que l'homme n'a rien approuvé à la femme. Oui. La femme sait que l'homme est le chef de famille. Et la femme sait que c'est l'homme qui doit encadrer la famille. Sauf que c'est l'homme, en fait, qui ne le sait pas. Et la femme a le droit également, ou le devoir, de dire à l'homme, ici tu as fauté, ou alors de mettre l'homme à un moment donné devant les faits accomplis. Alors on revient maintenant pour l'histoire du jour. Mais attendez, cette femme, elle n'a pas d'activité à Douala, elle ne bosse pas, elle ne travaille pas. Voilà une femme qui est frustrée dans son foyer. Parce que justement, mon cher ami Auréole me dit, la vie est difficile et haute. Oui, raison pour laquelle madame doit s'occuper. Elle doit être à Douala, une activité autre. Je ne suis pas contre le fait que les enfants changent d'atmosphère et autres. Encore que là, ça dépend de chaque famille. Moi, avant d'envoyer mes enfants, je vérifie, je. Chez votre belle-mère? Non, vraiment, je ne parle pas de la belle-mère, non, je ne parle pas de la belle-mère, mais de n'importe qui. Ce soit un frère, un ami. Je peux envoyer mes enfants. Non, je peux envoyer mes enfants même chez un ami. Donc je dis que je vais. Encore la belle-mère, s'il n'est pas en bonne santé, qui va prendre soin de ses enfants?
Mais attendez, si elle n'est pas en bonne santé, autant mieux faire venir grand-mère. Peut-être en ville, s'il y a des moyens. Hein, et puis, grand-mère, s'il faut passer 1, 2, 3 astuces grand-mère, hein, des préliminaires, autres enfants, ça peut bien se faire en ville. Ça, vraiment, j'élimine ce Flora, contexte. question Donc, je viens directe, pour dire question directe. la femme a... Question directe, je vous en prie. Pour une femme qui ne travaille pas, quelles peuvent être les raisons de son refus d'aller passer 2 mois au village, chez sa belle-mère? Oui, parce qu'elle veut... Elle veut faire quoi? Elle veut peut-être contrôler son mari. Et c'est pas mauvais. Voilà. Elle se demande... Et le souci, je m'en vais au village pour 2 mois. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment va-t-il se nourrir? Comment sera-t-il? Il y a des questions, pas seulement parce que madame veut à tout prix être inspecteur d'Éric ou Colombo pour fouiller, farfouiller, etc. Non. Mais parce qu'elle se demande, mais attends, je m'en vais au village pour 2 mois, mon mari fait comment? Qui va cuisiner pour mon mari? Qui va ranger? Qui va laver? Qui va... Mais attendez, il y a quand même des questions basiques. Surtout la femme si elle sait que son mari est un... Oui, et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait que non, mon mari est infidèle. Ne rabaissez pas la femme, ne rabaissez plus les femmes à ce niveau. Maintenant, je dis que le mal, en fait, je comprends. Si elle tombe malade pendant 2-3 mois, elle va préparer pour sauf son qu'on ne mari. construit pas. Je vais rejoindre mon on ne construit pas le monde et la vie avec les signes. Voilà, mais sauf que ça veut dire que la mariage, elle connaît. Non, je vais terminer. Quand l'homme est malade, et quand la femme est malade, ou quand la femme ne se sent pas bien, qui prépare pour l'homme? Pardon, mais c'est la femme, vous savez, elle se bat, elle se plie en 4 000 pour le faire. Elle se bat en 4 000 pour le faire. Non, je dis que dans le cadre bien précis, puisqu'on parle souvent de la période des vacances, moi je dis, je demande aux femmes, même dans le foyer, d'être indépendantes, d'avoir des petites activités autres. C'est pas qu'on va en concurrence, en conflit avec l'homme, non, mais parce qu'on veut participer à une certaine harmonie dans le couple. Mais non que cette femme, peut-être justement, l'homme joue sur... l'oisiveté de sa femme? De sa femme, oui. Et il faut pousser, dire, il va aller prendre des bagages, tout va aller, vas-y, va au village. Non, rien à faire ici, tout va au village. Non, c'est une femme frustrée. Maintenant, elle se pose des questions. Parce qu'elle est habituée. Vous avez votre belle-mère qui vous attend. Et qui va vous confier toute la Elle peut aller au village. Vous savez, c'est pas comme si elle ne voit jamais sa belle-mère. On planifie dans la famille avec l'époux. Mamie peut venir en ville peut-être 1 fois l'année. Je dis n'importe quoi. Et c'est une période. Mamie qui est malade, ne maîtrise pas tous les humeurs des enfants. Mais vous croyez que c'est à la femme, maintenant d'aller... Non. Je crois qu'il faut un dialogue et une planification. L'homme n'a pas le droit de se lever et prendre les décisions tout seul. On aura compris. D'accord, Florazé. Mais toujours est-il, et c'est pas moi qui le dis, vous qui dites que bon, m'a recadré. Si m'a recadré, c'est qu'elle a recadré la loi. La loi est claire. Le code de la famille au Cameroun est clair. L'homme est le chef de famille. Vous mettez pas dans le chef. Ça change d'aucune contestation. Mais la femme le sait. On est dans la vie de couple, famille. La femme le sait. L'homme n'a rien à prouver à ce niveau. La femme le sait. Donc l'homme n'a pas besoin de développer une certaine force physique, mentale et autre. L'homme ne cherche à rien prouver. On dit simplement que, soyons d'abord d'accord que l'homme est le chef de famille. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, la femme devrait être indépendante. Mais si cette indépendance-là se traduit par je fais ce que je veux. Là, vous désorientez mes propos. Ça devient du je crois que les téléspectateurs, parce que je dis que lorsque vous avez passé 1 année entière, on ne devrait même pas vous le dire. C'est-à-dire qu'à partir d'avril, la femme doit déjà commencer à dire à l'homme, chou, j'espère que tu prépares déjà l'argent de transport. Parce que on donne les bulletins parce que le 3 juin. On donne les bulletins le 3 juin et le 4, je pars au village avec les enfants. Pour elle-même, c'est un repos. Absolument. Pour elle-même, c'est un repos. D'accord. Je crois qu'il faut inclure toutes les familles, et Auréal, merci. Merci à tous les deux. Merci beaucoup à tous les deux. On va poursuivre parce que Haribel n'a encore rien dit. Bien sûr. On a parlé. Beaucoup même, mais Haribel n'a rien dit jusqu'ici. Alors qu'est-ce que tu dis ce matin, Haribel, de cette femme et de cet homme? Elle est en train de faire faux. Ok. Ouais, excusez-moi les femmes. Parce que c'est une... C'est à Florazé qu'il faut dire ça. Oui, Florazé, excuse-moi. Je suis une femme, je suis une mère d'enfant. Si j'ai un mari qui me demande d'aller au village, passer 2 mois avec sa maman, vraiment, ça veut dire que je suis une femme très heureuse. Surtout si je ne travaille pas. Si je ne travaille pas. Oui, dans l'histoire, cette femme ne travaille pas. Oui, mais c'est un piège. Dans l'histoire, cette femme ne travaille pas. C'est déséquilibré. Quand ton mari t'envoie en vacances,
c'est pour lui permettre de faire les économies, pour qu'à la rentrée, il puisse dégainer de l'argent facilement. Parce que déjà au village, il y a la banane réchauffée, il y a le réchauffé chaque matin. Il y a le champ. Il y a le champ. Il y a le champ, et c'est la Il y a le champ. Vous parlez du... Les arachides, le maïs. Je vous promets qu'il y a des familles qui peuvent pas aller dans leur village natal. Quand toi, la femme là... C'est une faute grave. Oui, mais avec la crise... Non, oui, mais attends, Flora, il y a des conditions aussi. Non, quelles conditions? C'est eux qui doivent créer les conditions pour aller au village. Florazé. À chaque économique aussi, politique et tout du pays. Alors Florazé, je vous fais une confidence. L'endroit où je me sens le mieux au monde, c'est au village. Ne déroutons pas, non, ne déroutons pas le débat. Je n'ai jamais dit ici que l'endroit où je me sens le mieux au monde. Mais monsieur Popoussi, je n'ai jamais dit un village qu'on appelle Babitois. Voilà. Je n'ai jamais dit ici qu'il ne faut pas aller au village. Non, j'adore ma contrée. J'adore ma contrée. Mais pourquoi vous plaidez pour les familles qui ne vont pas? Non, je ne plaide pour aucune famille. Je dis qu'il peut avoir des conditions. Toutes les personnes sont réunies et qu'on se retrouve dans son village natal. Ça n'est pas pour autant dire qu'on n'aime pas d'où on vient. Vous terminez par là, d'accord, Florazé, je vous comprends. Je tiens à recadrer les choses. Vous êtes très nucléaire ce matin. Oui. Alors, oui, Aribel. Comme je disais tantôt, toi, la femme qui refuse d'aller au village, là, tu comptes sur quoi? Soit disant que tu contrôles ton mari. Ma chérie, même étant couché derrière lui, il est en train d'écrire à une femme. Il est en train de demander la photo sexy à une femme. Il est en train de dire, je veux ta photo nue. Et elle envoie, il apprécie, il dit cool, tocos. Comment les mots. Et tu es couché derrière lui. Ma chérie, prends les enfants, va avec eux au village. Ça te fera du bien d'abord. Le froid, tu vas rentrer étant très fraîche. De deux, les enfants vont apprendre à parler leur langue maternelle. Même sans la maman. Et de trois, tu vas te former en cultivant. Si ta belle-mère fait du chant, tu vas profiter beaucoup. Il y a beaucoup d'avantages à aller passer les vacances au village. Vraiment, les femmes, arrêtons de dire que je vais rester à côté de mon mari 2 mois. Et elles sont les premières à dire que, pose la question à une femme que, entre l'amour de ton mari et l'amour de tes enfants, tu choisis lequel. Elle va dire l'amour de mes enfants. Mon mari là me sert même à quoi? Et maintenant, on t'envoie au village. Et maintenant, on t'envoie au village avec tes enfants. Avec tes enfants qui sont tes amours préférés. Tu refuses. Aribel, il faut faire très attention. On va au village parce que parce qu'on veut que grand-mère, grand-père, les papiers, mamie soient avec les enfants. Parce mais que elle refuse. Elle refuse. Non, elle ne peut pas laisser son mari. La mère est avec les enfants durant toute une année, toute une vie. Non, il n'y a que 2 mois. Vous prenez 2 mois pour la grand-mère malade. Attendez, créer d'autres occasions aussi. N'attendez pas que parce que grand-mère malade, il faut créer d'autres occasions. Non, ce sont les vacances. Elle doit profiter. En principe, chacun doit aller au village pendant les vacances. C'est tout. Et les enfants doivent être en même les femmes qui travaillent devraient organiser. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Économique du village. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment, on développe l'économie du village. Vous travaillez, vous envoyez les enfants au village. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Elle doit aller automatiquement. Et le genre de femmes comme les Flora, c'est le genre quand elle arrive au village, même ne serait-ce que pour un week-end, pour un deuil, en rentrant, la malle arrière de sa voiture est chargée. Elle cherche à tout bras. Voilà la période où on dit donc va aider la mère, à sortir les céréales de maïs au champ. Elle devient capable de le faire. Je ne vais pas. Franchement, merci beaucoup parce que et c'est vrai. Puisque j'envoie des livres aussi tout le temps, du poisson fumé et autres. Alors Flora, je reste sur vous d'ailleurs pour vous demander de nous envoyer quelques messages à l'antenne de nos téléspectateurs de ce matin. C'est bien donné, Auréole, franchement. Alors, on entend tout m'identifier, bon, je reste également moi-même aussi. Le temps d'avoir quelques réactions aussi. Il faut également rappeler aux téléspectateurs de ne pas appeler sur ses contacts, mais qui peuvent aussi réagir sur notre page Facebook. D'accord. Alors, je vais... alors, il y a une réaction qui dit que la femme ne se plaint pas pour rien. Je l'ai lu. La femme ne se plaint pas pour rien. Donc, si elle se plaint, ça veut dire que son mari est infidèle. Et puis quoi? Bon, je reviens. Et puis quoi? Il est infidèle et puis quoi? Autre réaction ce matin. Je n'arrive pas. Contrôlez toujours vos maris. Il faut leur dire de ne pas appeler sur ces numéros. C'est peut-être elle qui a des problèmes avec ses amants. Ce n'est pas elle veut contrôler. Parce qu'elle ne veut pas les laisser. Voilà, tout à fait. Bon, non, là, je ne permets pas l'autre-là. Non, mais c'est vrai. Je ne permets pas l'autre-là. Et comment cela a pu nous échapper? Ah, oui, notre partage de la vie. Non, mais oui, bien, ça peut être une possibilité. Tous les enquêteurs vous disent, on épluche toutes les pistes.
sûrement qu'elle a un amant, un amoureux en ville. Voilà. Et son amant peut pas aller au village aussi? Non, la grand-mère, mais la grand-mère ne fait rien. Comment il fera? Comment il fera? Il sera à son travail pour venir au village à la poursuite de quoi? Je trouve que cette femme manque de confiance pour son mari. À quoi sert l'union dans un couple? C'est légitime de changer d'air en famille. Cette femme connaît bien son mari, elle ne se plaint pas pour rien, il n'y a pas de fumée sans feu. Et notre réaction... bonjour à vous. Cette femme doit aller prendre la bénédiction de sa belle-mère et apprendre la langue aux enfants. Emmanuel Santos Sandopassi. D'accord. La femme n'a pas de travail en ville. Pourquoi n'accepte-t-elle pas d'aller passer ses vacances? Il faut aussi que pendant ces 2 mois, elle puisse se ressourcer. Magnifique. Très bien. Autre réaction, ce n'est pas... merci pour cette réaction. Cette femme doit aller également prendre les conseils de sa belle-mère. C'est une bénédiction pour elle. D'accord, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour vos différents messages au cœur du Zénith. Et je rejoins, pour boucler la boucle, Florazé, sur un point essentiel de ce qu'elle a développé ce matin, pour donner un tout petit peu raison à cette femme qui, parce que qu'est-ce qu'on en sait, peut-être qu'elle maîtrise, elle sait comment est son mari. Son mari peut être quelqu'un de très désordonné, quelqu'un qui ne maîtrise pas 2-3 choses à la maison, et elle craint pour sa sécurité à la maison, si elle n'est pas là. Donc ça dépend. Il y a des hommes qui ont de la peine à vivre sans une femme. Hein. Je ne serais pas sûr de lui dire. On ne met pas de bénédiction. La belle-mère donne la bénédiction dès le départ. Vraiment, c'est quand il y a union, elle a donné la bénédiction, donner ses données. Il y a pas notre demi-bénédiction et autres. Avec des femmes qui disent je m'en fous des belles-mères. Alors, merci beaucoup à vous sur ce plateau, madame, monsieur. Sa vie a béni ses disciples. Après sa mort, il est revenu les bénir. D'accord, merci beaucoup à vous sur le plateau, madame, messieurs. Nous sommes les soldats de l'audiovisuel. L'émission se poursuit. 10-12 le Zénith. Voici la colère d'Auréole. Choumi, à tout de suite. Éric Faupoussi, je suis en colère. Je suis fâché ce matin. Je suis fâché et très fâché contre la mafia des jeux de hasard au Cameroun. Vous nous dites que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Si vous vous souvenez de l'auteur de cette phrase, tant mieux pour vous. Mais parlons-en. Voulez-vous? Que signifie fer de lance? Ne cherchons pas de midi à 14 h, Éric Faupoussi. Nous sommes là en face d'un slogan creux, imaginaire, trompeur, rêveur, injurieux et pathétique. Bombok, nous sommes là en face d'un discours de politique politicienne émanant d'une caste de vieillards qui se partagent en toute aisance le gâteau national et qui se plaisent à dire aux jeunes, le Cameroun de demain vous appartient. Pendant ce temps, ces jeunes, fers de lance de la nation, n'ont plus pour seule issue que les jeux de hasard. J'ai pitié, les jeux de hasard. Vraiment. J'ai pitié de ceux qui dirigent cette île de misère. Voilà la parfaite illustration d'une société en crise. Aujourd'hui, au pays de ma mère, les jeunes sont devenus si vulnérables, si fébriles, si désespérés qu'ils ne croient plus en rien. Si oui, aux jeux de hasard pour produire leur existence. Le désespoir a envahi le fer de lance de la nation au point où ils se réfugient derrière les jeux de hasard pour ne pas abdiquer, pour avoir devant Dieu au jugement dernier le mérite d'avoir osé. Vraiment, comment comprendre? Comment comprendre que du nord au sud, de l'est à l'ouest, du littoral au centre, comment comprendre que les jeunes n'aient plus pour seule issue dans ce Rio dos Camaroès
que les jeux de hasard. Vraiment. Vraiment. Le libertinage communautaire du roi Paul Barthélemy Ier a atteint les bas-fonds de la dignité humaine. Oui, mes bien-aimés, en violation de toutes les prescriptions légales, les jeux de hasard sont devenus la pièce maîtresse de distraction de cette jeunesse. À chaque carrefour, devant les lycées, à l'entrée des camps militaires, devant une célèbre école de police à Yaoundé. Oui, à quelques mètres seulement des écoles primaires, des écoles maternelles, des IPES, entendez, instituts privés d'enseignement supérieur, un seul plat au menu, les jeux de hasard. Même jusque dans nos villages, les pièces de 100 francs ont disparu, les jeux de hasard. Wesh! Vraiment, vraiment, Cameroun, j'ai pitié. J'ai pitié de ceux qui sont chargés de conduire les rênes du Rio dos Camaroes. Cette île de misère est en proie à la mendicité. Les jeunes se disent qu'en s'investissant dans les jeux de hasard, ils réussiront eux aussi à mener une existence digne. À peu près semblable naturellement à celle des barons du régime qui n'ont besoin que de 5 ans seulement dans la mangeoire nationale pour se taper des duplex, des meublés, pour rouler dans des véhicules qu'on voit encore dans des pages publicitaires sur des grands médias étrangers. 5 ans seulement et vous devenez un super bobo au Cameroun. J'ai pitié. Et dit que le vieux Manitou, mes bien-aimés, lui-même qui récite chaque 10 février, à la jeunesse, vous êtes le fer de lance de la nation. La question, je me la pose, connaît-il cette jeunesse? Oui, mes bien-aimés, après 36 ans de règne, il logne encore 7 autres années à la tête d'un pays que ces barons ont plongé dans les bas-fonds de la décadence morale. Comment est-ce possible que le pouvoir soit si sucré? Le culte de la facilité est devenu le plat de résistance de la jeunesse dans cette île de misère. Allez comprendre pourquoi la MIDA a réussi son coup. Allez comprendre pourquoi des pasteurs nouvellement réveillés ont réussi leur coup. Allez comprendre pourquoi le niveau de l'éducation est devenu du gros n'importe quoi. Allez comprendre pourquoi l'annonce de Jésus ou de Marie qui apparaît dans une localité attire tant de foule. Allez comprendre pourquoi chaque église de réveil a sa chaîne de radio et sa chaîne de télévision et diffuse en permanence les miracles imaginaires et les témoignages mensongers des complices, des pasteurs qu'on appelle fidèles, général, prophète. Vraiment, j'ai pitié. J'ai pitié de tous ceux-là qui sont censés veiller à la force morale de la jeunesse au Cameroun. L'éducation civique a foutu le camp. Oui, le remplaçant de Mini Pampam, Shoga, a perdu sa langue. Lui qui est en charge de la jeunesse et de l'éducation civique. Combien de jeunes dans cette rue publique peuvent dire, les yeux fermés, le nom complet de leur ministre en charge de la jeunesse? Cet homme d'affaires a mieux à faire que de contrarier ses homologues de la mangeoire nationale. Oui, mes bien-aimés, j'ai pitié. Et là, vous comprenez que le Cameroun n'est pas secoué seulement par une crise sécuritaire, une crise économique. Il n'y a pas dessus tout une grave crise mentale et sociale très profonde. Et pour saler l'addition, la Chambre parlementaire de cavaliers solitaires a adopté en juin 2015 un compte d'affectation spéciale à ces jeux de hasard. C'est dit qu'au lieu de les combattre, les élus de la mangeoire nationale les ont plutôt institutionnalisés. On se ment à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes qui sont des sources de revenus conséquentes pour le trésor national. Et puis quoi encore? On se ment à nous-mêmes qui sont des niches d'absorption du chômage. Faux et archi-faux. En dehors de quelques entreprises citoyennes qui sont installées sur le territoire camerounais depuis le début des années 90 ou un peu avant, pouvons-nous dire, mes bien-aimés, pouvons-nous dire combien de nos frères employés dans ces entreprises, que ce soit de paris sportifs ou de poker, ont un profil de carrière? Que deviendront-ils dans 5 ans? Combien gagnent-ils par mois? S'ils ne finissent pas détourneurs de fonds,
Combien pourront doter une femme, acheter un terrain viable et légal, lancer une fondation, envoyer des enfants à l'école? Combien d'employés dans ces gouffres pour la jeunesse ont une couverture maladie? Des journées entières devant des machines, des fumeurs, des bruits. Vraiment, j'ai pitié. J'ai pitié, mes frères. Combien d'employés dans ces tombes pour la jeunesse ont? Oui, combien ont-ils une affiliation à la CNPS? J'ai pitié. J'ai vraiment pitié. Regardez le vrai abcès de cette république. Oui, regardez le vrai abcès de cette république. Regardez bien, mes frères. Savez-vous que tous déclarent, les entreprises de casinos, les grands casinos, déclarent un chiffre d'affaires de 10 millions. Mais savez-vous que les grands casinos ont 6 tables de poker. Et chaque table a un fonds minimum de 16,5 millions de francs CFA. Chaque nuit, les patrons déclarent les faux salaires pour se soustraire aux impôts. J'ai pitié. Ok, merci beaucoup Oriol Choumi pour cette chronique ce matin liée donc au jeu de hasard au Cameroun et tous ses corollaires comme conséquences et dangers pour cette jeunesse camerounaise, mais pas seulement, puisqu'on voit de plus en plus donc de personnes adultes s'adonner à cœur joie à ces jeux de hasard. Et vous avez de fort belles manières relevé dans vos écrits ce matin le cas des pièces d'argent qui sont devenues d'une rareté exécrable et inouïe au Cameroun, puisque les pièces de 100 francs, on les trouve plus facilement au Cameroun du fait de ces jeux de hasard appelés de manière triviale taper. Mais il faut dire qu'au Cameroun, il y a, comme toujours, et je tiens à le dire, un arsenal juridique prévu en la matière. Le code pénal, le nouveau code pénal, l'article 249/7, donc punit sévèrement toute personne qui laisse libre cours à l'accès à ces jeux de hasard-là, à des personnes que le législateur a bien circonscrit. D'abord les mineurs. Il est vraiment interdit de laisser les mineurs donc se faire happer par ces jeux de hasard-là. Les personnes, les contrevenantes à cela sont sous le coup, on va le dire, des sanctions pénales. Mais il y a également les militaires et les hommes en tenue, les personnes qui sont chargées donc de faire respecter la loi, qui sont également interdits d'accès à ces jeux de hasard. Et enfin, le législateur a prévu les personnes en état d'ivresse ou susceptibles d'être dangereuses ou de porter atteinte à l'ordre public qui sont illégalement, et là encore, interdites d'accès aux jeux de hasard. Donc voilà ce qui est prévu par le législateur. Est-ce que c'est respecté? Et maintenant, le Cameroun, on va le dire, n'a pas interdit les jeux de hasard. Il faut qu'on soit bien précis sur le coup. Ceux qui exercent au Cameroun le font via un contrat de concession que l'État leur octroie pour qu'ils puissent exercer légalement sur le territoire. Donc, mais on va s'appesantir ici aux dérives, puisque d'ailleurs toutes ces entreprises, lorsqu'elles font leur publicité, mettent bien en bas de l'écriteau que c'est pour les responsables et les personnes qui sont, on va le dire, en majorité civile. Bon, Bengan, nous parlons ce matin on va le dire, hein, des abus de ces jeux de hasard. Non. Clairement. Vous parlez des abus. Qui abuse alors? Oui. C'est le législateur camerounais qui a, j'allais dire, qui a autorisé la déviance. Quand vous avez parlé des hommes en tenue et vous leur interdisez d'accéder là où il y a des jeux de hasard. Mais maintenant, lorsque le législateur dit que ces jeux-là doivent se faire publiquement, mais là, il n'y a plus d'autorisation pour les hommes en tenue. Ils vont demander l'autorisation à qui, puisque c'est public. Bon, le lieu public est accessible à tout le monde, y compris aux hommes en tenue et surtout aux hommes en tenue. Donc, bon, l'accès pour jouer. L'accès pour jouer. Hier, les jeux de hasard étaient confinés dans des endroits bien précis. Ou alors il y a certains jeux qui se font dans des endroits, j'allais dire, bien cachés. Précis. Et voilà, bien précis, cachés. Les casinos et autres. Maintenant, les autres jeux de hasard qui sont publics, où tout le monde passe, les hommes en tenue, voilà. Est-ce qu'il leur est interdit de le faire? Mais sauf que, oui, le code pénal
est limpide sur la matière. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et maintenant, lorsque le Oui. même législateur laisse certains jeux de hasard, vous avez parlé, parce que moi je vais citer les Chinois qui viennent mettre les machines à sous à côté des établissements scolaires. Oui, et par le exemple. législateur dit que c'est interdit aux mineurs. Oui. Bon, on sous-entend que ceux qui vont à l'école dans notre pays ne sont plus des mineurs alors. Voilà. Donc une déviance. Oui, oui, voilà. Donc je vous dis, on a légiféré sur les mineurs, sur la déviance sociale. Ce n'est pas... C'est pas... Ou tout au moins, on a légiféré, mais on a refusé de veiller à l'application stricte de la loi. Absolument, oui. C'est ça. Mais l'autre chose, j'ai dit, c'est institutionnalisé. Je pense en 1994, le premier ministre de l'époque, Simon Achidachou, il est encore vivant. Lorsqu'il commence à dire politique Nanjangi, tu me donnes, je te donne. Donc là, les gens ont pris ça. Mais quelques temps après, il reçoit quand même un Camerounais qui a acheté un avion. Il a acheté un avion et la presse à laquelle j'appartenais a dit, mais attendez, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous voulez inculquer à ces jeunes? La fémania, les machines à sous. Donc le Cameroun est devenu la République du Djambo. La République du Djambo, comme on dit. Donc c'est au sommet de l'État que cela commence à être implémenté progressivement. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où même le législateur ne sait plus à quoi où mettre la tête. D'accord. C'est-à-dire, quels sont les gens, c'est-à-dire les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre qui sont chargés de l'application stricte, c'est comme ça que vous aimez souvent parler, l'application stricte de cette disposition réglementaire et légale. Oui. Voilà. Maintenant, où sont-ils alors? Il faudrait donc que l'État diligente des actions pour que ceux à qui il a donné, il a concédé une partie de ses loisirs puissent les appliquer normalement. Mais vous semblez ici mettre clairement le doigt sur l'État, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres responsabilités qu'on pourrait dégager parce que, je l'ai dit, c'est clair désormais que ces jeux de hasard ont pour corollaire la délinquance juvénile, la forte délinquance juvénile qu'on observe au Cameroun. On n'y va pas comme ça, on y va de manière progressive. Lorsque l'État enlève les cours de morale à l'école, lorsque l'État autorise qu'on construise les débits de boissons à côté des établissements scolaires alors que la loi l'interdit, lorsque l'État autorise, laisse par, j'allais dire, tolérance administrative ou quoi, je n'en sais rien, que les ventes emportées se transforment en barres d'ensignes et peuvent rester là toute la nuit alors qu'ils sont supposés fermer à 20h, lorsque donc, vous voyez, la déréglementation sociale commence partout. C'est-à-dire qu'on vous inocule des arguments de déviance sociale. Les jeux qu'on autorise viennent seulement, comme on dit, vous finir, comme on dit au Cameroun. Donc, mais il faut dire que les jeux en eux-mêmes ne sont pas le problème. Ça veut dire que les jeux sont réglementés. C'est pour les personnes qui jouissent de leur faculté mentale, qui doivent jouer responsables et qui doivent avoir plus ou moins 21 ans. Ça, c'est clair. L'État a bien mis en place tous ces mécanismes-là. Bon, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire en sorte qu'on éloigne les mineurs et les personnes interdites d'accès à ces jeux-là dans ce giron, dans le giron des jeux, pour qu'ils ne puissent plus jouer? Non, il y va de la responsabilité de l'État. Vous ne pouvez pas voter une loi et refuser de l'appliquer. Vous cherchez à l'appliquer. Vous l'appliquez. Là, maintenant, pourquoi on construit les prisons? C'est précisément parce qu'on sait qu'il y a des citoyens qui iront à l'encontre de la loi. Et à ce moment-là, on vous frappe. Donc, on vous frappe. Et c'est l'État qui doit veiller parce que ces entreprises-là qui ont l'autorisation d'exercice, ces entreprises payent les impôts. Il faudrait bien qu'elles rentrent. Il faudrait que les services des recettes des finances les contrôlent normalement et qu'il n'y ait pas de bisbis. Il faudrait que les forces de maintien de l'ordre soient là pour veiller, parce que c'est là en fait où on commence même les infiltrations. Parce que c'est généralement des lieux de beaucoup de choses. Donc les forces de maintien de l'ordre qui sont détachées pour le contrôle de la pratique
ou alors dès l'application des dispositions légales doivent être fermes sur... Dernière question sur les machines à sous qui causent tout ce qu'on a évoqué sur ce plateau comme manque à gagner en termes de pièces de monnaie, de pièces d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? D'abord, interdire à ces Chinois, on n'utilise pas les pièces de monnaie, des pièces de monnaie normales pour les jeux. Il y a des pièces appropriées qu'on utilise pour ces machines-là. Donc, l'interdire. Et là, ça veut dire que c'est encore le législateur qui laisse faire disparaître ces pièces. Et là, on est en manque d'argent depuis au moins 8 ans aujourd'hui. Et ça ira progressivement. Et nous aurons des comptes à régler avec la BEAC demain. Donc, c'est l'État qui laisse ce désordre s'installer. Alors, quelques précisions, Auréole Choumi, sur la chronique que vous faites ce matin sur les jeux de hasard. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce que vous avez dit ce matin pour mieux comprendre le sujet? Non, simplement comprendre le désordre qu'il y a dans ce Non, simplement qu'une ville comme Douala, souvenez-vous, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le docteur Fritz Ntonen, est en train de faire pieds et mains en ce moment pour réunir un capital devant lancer la société métropolitaine d'investissement de Douala. Il n'y a donc pas d'argent dans la ville. Si le patron de la ville vous dit qu'il n'y a pas de l'argent, comment comprendre qu'une seule ville comme Douala dispose de plus de 6 grands casinos? Les grands casinos dans la ville de Douala, c'est en moyenne, au bas mot, 10, 20, 30 millions de bénéfices chaque soir. Si vous prenez 10 pour les 6 grands casinos de la ville de Douala, sur une année, il y a 2,160 milliards de francs qui sortent de la ville de Douala pour partir vers les pays de ces patrons expatriés. Dont on ne sait pas... On vous parle des gens qui déclarent un chiffre d'affaires de 10 millions, mais qui dans des machines ont au bas mot 16 millions. Uniquement, ça c'est des machines, les machines comme le Baccarel par exemple, c'est pratiquement 300 millions de francs. Et dans certains pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, les locaux ne jouent pas au casino. Comment comprendre que dans un pays pauvre, quelqu'un joue 10 millions de francs CFA un soir dans un casino? Parce que quand on parle, les gens peuvent croire qu'on parle... C'est un moyen de blanchiment d'argent? Bien sûr, puisque tous ces patrons des grands casinos ont à côté, soit ça peut être des petits hôtels, ça peut être des petits restaurants et autres, mais en réalité, ils n'ont que cul de ces restaurants et de ces hôtels. Ça ne leur apporte rien. L'argent qui sort du pays, c'est l'argent des casinos. Parce que derrière, le phénomène des jeux de hasard, ces jeunes petits-enfants qui jouent et autres, ce sont des fourmis. Hein? La mafia des jeux de hasard, ce sont les barons qui gèrent les milliards, c'est-à-dire les grands casinos. Le pari sportif, c'est des petits. Seulement, au niveau des paris sportifs, on devait aussi un peu réglementer. Parce que vous savez, l'argent de beignet d'un enfant qui va à l'école tourne autour de 200 et 300 dans des familles pauvres. Donc, voir que et la marge minimum de ces tickets de Paris, c'est 300. Donc, l'argent de beignet de l'enfant va dans les jeux. Ok. Alors, Florazé, on va clairement, avec vous aussi, continuer à creuser et avoir votre avis sur ce sujet des jeux de hasard au Cameroun. Non, oui. Je crois que l'État a une grosse part de responsabilité. Et en affectant une façon spéciale aux jeux de hasard sur le territoire national, ça a permis de pérenniser la culture des jeux de hasard. Et c'est malheureux parce qu'on les voit âgés de 15 à 25 ans qui de plus en plus sont prisés par les jeux de hasard. Et ce sont des jeunes qui ont perdu espoir, ce sont des jeunes qui ne croient plus en leur pays, qui ne croient plus aux emblèmes de leur pays, etc., qui sont défaitistes, qui ne croient plus justement à la valeur du travail. Parce que je vais également dire, il faut créer un nouvel ordre social, Eric Fopoussi. Et puis même, ça peut commencer dans les familles aussi. Je peux comprendre, oui, il n'y a pas de travail, oui, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais aussi le gain, la vie, je veux dire la vie facile aussi, peut pousser certaines personnes à être de plus en plus axées, justement dans les jeux de hasard. Maintenant, ces jeux de hasard qui sont qui enveloppent beaucoup plus des secteurs ou alors beaucoup plus prisés par les jeunes, les établissements scolaires, les universités, etc. et autres. Alors, on doit se constituer, Eric Fopoussi, en un bloc pour
essayer de barrer la route à ce type de phénomènes sociaux. Barrer la route à ce phénomène. Mais ça veut dire sortir dans la rue. Sortir dans la rue et contrecarrer Eric Fopoussi. Dire non à ça. Parce qu'à l'heure où on parle, je suis pour dire qu'à l'heure où on parle, on a toujours ces entreprises et autres qui enveloppent ou alors qui sillonnent nos établissements scolaires et autres. Juste un petit mot qui déroutent la jeunesse. Avant qu'on renvoie l'antenne, juste un petit mot sur les jeux de hasard ce matin. Moi, je vois qu'il est temps que les mères se déshabillent comme on avait fait au Togo. Parce que c'est grave, Eric Fopoussi. Oui. Quand tu donnes l'argent de baigner à l'enfant, lui pense seulement aller multiplier cela. La preuve à la Milda. Ce sont des jeunes qui ont mis leur argent là-bas. Mais aujourd'hui, on dit qu'on les rembourse. On vous rembourse quoi? Qui vous avez envoyé d'aller multiplier l'argent? Moi, je ne veux même pas qu'on vous rembourse. Il est temps que les mamans se mettent nues pour qu'on essaye de mettre l'ordre dans ça. On mette un policier à l'entrée. Un jeune entre là-bas, on le chasse. Que ce soit l'affaire des grands. Oui. Vous êtes grand, vous travaillez déjà, c'est votre argent que vous partez multiplier. Mais l'élève là, il multiplie quel argent? C'est l'argent de baigner. Et ça fait que même la maman à la maison, son porte-monnaie est en danger. Donc quand la mère va essayer de négliger, l'enfant va prendre pour aller multiplier. Merci. Et c'est pas bien. Régularisez-moi tout ça. Merci beaucoup, Aribel. Madame, monsieur, le temps, il file beaucoup au Zénith. On va prendre juste une pause pour cette première partie de l'émission. De retour, nous serons dans un court instant. À tout de suite. Sur le plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission 10-12 le Zénith. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous, chers téléspectateurs, sur Equinox Télévision. La télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre, la télévision leader, ça vous le savez. Et donc, pour cette émission 10-12 le Zénith, deuxième partie, vous savez ce qui vous est réservé. Dans un court instant, nous vous donnerons à voir et à commenter avec nous les sujets des réseaux sociaux, la revue des réseaux sociaux. Mais avant de tourner cette séquence, le temps pour nous de prendre les différents messages que vous nous envoyez avec Florazé. Oui, il faut possible. Alors, première réaction de cette seconde partie, parlons de loi ou de règles. J'aimerais rappeler que ces entreprises veillent sur le bon suivi de celles-ci dans leur lieu de dite maison mère. Mais le problème se trouve au niveau des kiosques dans lesquels on ne vérifie plus la légitimité. Où on ne vérifie plus le gain du joueur ou l'âge du joueur qui est de 18 ans au Cameroun, dont la solution serait de disposer d'un contrôleur à chaque kiosque et de les éloigner des lieux dits éducatifs. Rectificatif, la majorité civile au Cameroun est de 21 ans. Quel héritage pour nos enfants. Et en plus, ces endroits sont des lieux par excellence du blanchiment d'argent. Saviez-vous que les pièces de 100 francs sont perdues parce que les Chinois ont créé le tapé et s'en vont fabriquer les bijoux avec et reviennent nous les revendre ces bijoux en tout cas très très chers. Voilà, tout ça devant le système. Oui, tout à fait. C'est un total, je ne sais pas ce que ça signifie, flottambeau au Cameroun, car les premières personnes qui mènent le tam-tam de nos jours au jeu de hasard sont des militaires. Oui, et je comprends pourquoi, parce que des policiers, des gendarmes et des jeunes. Oui, parce que quand j'ai lu la loi, l'article 249 alinéa 7 du code pénal, du nouveau code pénal, quand j'ai vu les personnes interdites d'accès au jeu de hasard et que dans ces personnes-là, on avait cité clairement les militaires et les hommes en tenue règle générale, je me suis dit, mais pourquoi eu un tel acharnement sur eux précisément comme ça? Et je comprends pourquoi, parce que ça devenait un phénomène d'oisiveté pour certains et qu'il fallait visiblement arrêter. Oui. Ça se poursuit, vous n'allez pas faire comme Dieu à l'origine. Oui. Vous dites, ne mangez pas, mangez tous les fruits sauf celui-ci. C'est ça que vous mettez au milieu du jardin. Allez à la prison centrale de Newbel. Oui. À la prison centrale de Newbel, à Douala, c'est à côté. C'est-à-dire entre la prison et la mairie, c'est là-bas qu'on retrouve les kiosques de jeux. Et donc, presque tous les gardiens de prison qui veulent multiplier leur argent, qu'ils estiment déjà très petit, sont obligés de venir s'asseoir là pour faire des paris. Donc c'est également un phénomène qui montre bien la misère totale des Camerounais qui ne peuvent pas joindre les deux bouts et qui trouvent en ces jeux de hasard
un reposoir, un réceptacle de toutes les frustrations financières qu'ils peuvent avoir. Dans l'espoir. Oui. Dans l'espoir que, enfin, je gagne aussi l'argent de Kamga. Alors, mais il faut dire quand même que j'ai vu des gens célébrer des gains en allant se procurer un lopin de terre, acquérir un lopin de terre ou changer sa vie. Ça existe. Après, ça va dépendre. Ça existe. Mais ils sont combien? C'est ça le drame. Voici la Coupe du Monde. C'est la proportion qui est pour vous très minimale. Pour moi, au niveau des paris sportifs, au niveau des paris sportifs, pour moi, il n'y a même pas, il n'y a pas grand-chose là-bas. Oui. Moi, je suis au niveau des grands casinos. Vous comprenez un peu. Les paris sportifs, c'est joue ta passion. Le Sénégal va jouer contre X ou Y équipe Paris. Tu donnes 2000 en disant, bon, j'essaye aussi. C'est un peu comme les courses de chevaux. Là, il n'y a pas grand-chose. Mais les grands casinos, qui brassent des millions. Qui brassent des milliards. On dit qu'en une nuit, une personne vient jouer 10 millions. Les locaux ne jouent pas. N'entre pas dans les casinos en Côte d'Ivoire, au Sénégal, non, c'est pas possible. Quand vous avez pris l'argent où? Les étrangers le font pour, vous nous le dites, blanchir l'argent. On parlait très souvent d'un célèbre footballeur camerounais, Jérémy Sohen. Pour ne pas le citer. Ne citez pas. On disait, non, attends, j'ai dit pour ne pas le citer, on disait que Jérémy aimait aller se détendre à Las Vegas. Mais entendez, à Las Vegas, mais il ne peut pas venir se détendre dans son pays parce qu'il sait que dans son pays, c'est un pays pauvre. Il ne peut pas venir lui seul en une nuit. C'est indécent. C'est indécent de le faire. Voilà, c'est indécent. Il ne peut pas le faire. Dans un pays qui compte autant de millions de pauvres, 10 millions de pauvres au Cameroun. Et vous savez le secret des casinos dans le monde. C'est que dans les casinos, il n'y a pas de fenêtre. C'est-à-dire vous ne voyez pas l'extérieur de peur que votre horloge interne ne se mette en éveil. Il n'y a pas d'horloge à l'intérieur. Donc quand vous entrez, voilà. Et les chaises sont très très collées pour vous empêcher à tout moment de vous lever, de vous mouvoir et de réfléchir. Mais au moins, j'espère au moins qu'ils y ont des toilettes. J'ai toujours très loin pour ne pas t'empêcher d'aller réfléchir. Ah d'accord, ok. Je suis très loin de la salle de jeu. Ou bien pour ne pas t'empêcher d'aller réfléchir. Alors Flora, je vais te permettre. Voilà, il y a Emmanuel. Voilà. Oui. Une fois de plus, le gouvernement était obligé de laisser ces choses se développer pour distraire les jeunes. Voilà, c'est... pour perdurer au pouvoir, c'est Emmanuel Santo qui réagit. D'accord, merci beaucoup à vous, Florazé, pour ces messages. Voilà, monsieur, continuez à nous les envoyer. D'ailleurs, nous sommes très heureux d'avoir votre sentiment sur les questions que nous mettons sur cette table, la table circulaire du Zénith. Alors, Florazé, avec vous, on va tout de suite enchaîner avec la revue des réseaux sociaux. Oui, avec 3 informations pour ce mercredi. Eric Et on va y aller au pas de course. La toute première affaire, Bouba Simala, déjà hier lors de cette audience liée à cette affaire, les conseils du président de l'Assemblée nationale et non seulement découvert l'existence, j'allais dire les avocats, non seulement découvert l'existence d'une intrigante correspondance de leurs clients, mais aussi appris qu'un autre avocat avait été constitué pour la défense de Kavaïgué et d'Ibril, et qui dit n'avoir pas porté plainte contre Bouba Simala, son ancien garde du corps. Donc le président de l'Assemblée nationale a clairement mentionné dans cette correspondance adressée, on le rappelle, le 25 mai dernier au tribunal militaire de Yaoundé. Et puis la dite lettre a été donc lui-même hier, mardi, en ouverture de cette audience tenue au sein de cette juridiction. Autre fait aussi majeur de cette audience, c'est que les avocats du président ont vu arriver maître Sylvestre Mben, donc venu présenter sa lettre de constitution comme avocate de Kavaïgué d'Ibril, ce qui a donc marqué la surprise même au cœur même des avocats. Et puis cet embarras a également permis au ministère public à renvoyer l'affaire afin de déterminer précisément qui s'adressera désormais à la Cour pour le compte du président de l'Assemblée nationale. On rappelle tout de même que Bouba Simala était reproché d'avoir tenté d'enlever le président de l'Assemblée nationale à une séance de sport au parcours Vita de Yaoundé. Donc, l'audience a été renvoyée pour 17 juillet de cette année.
Florazé, d'accord, merci beaucoup parce que c'est l'information vraiment buzz du jour parce que pas moins de 5 journaux quotidiens en parlent aujourd'hui et je pense que 3 d'entre ces quotidiens-là en font leur grande une ce matin, comme quoi l'affaire quand même intéresse les gens. Alors comment comprendre cette volte-face, Auriol Tchoumi? Pour moi, il n'y a pas volte-face. Vous ne pouvez pas dire je n'ai pas, la correspondance est là, je n'ai jamais porté plainte contre mon garde. Contre mon aide de camp ou mon garde du corps, Bouba Simala. C'est-à-dire, vous désavouez vos avocats. Mais vous envoyez encore un autre avocat qui présente sa constitution devant la cour. Mais vous l'envoyez donc faire quoi? Parce que si vous n'avez pas porté plainte, l'argument qui est donc brandi par l'avocat de la défense, c'est-à-dire que nous avons ici une correspondance du président de l'Assemblée nationale qui dit n'avoir jamais porté plainte contre notre client, eh bien, si cet argument est retenu par la cour, il y a déchéance de procédure. Donc, le procès est nul et de nul effet. Maintenant, celui qui vient donc se constituer avocat de l'accusation, il vient donc poursuivre le procès. Le même procès que vous dites n'avoir pas engagé. Je rappelle qu'il peut ne pas porter plainte contre Bouba Simala et le ministère public le fait. Parce qu'il dit, j'ai saisi sa direction. Et il appartient à un corps des armées. Donc, il peut ne pas... La gendarmerie, précisément. Oui, la gendarmerie, précisément. Oui. Seulement, le fait qu'un nouvel avocat rentre en scène prouve que, effectivement, il y a une plainte. D'accord. Et donc, on a envie... À quoi l'on joue le pan, selon vous? Non, vous savez, dans ce pays, moi j'aime bien le dire, hein, chaque fois que vous avez un procès contre un riche, vraiment, prenez votre mal en patience. Parce que soit il ne viendra jamais, soit il va toujours dire je n'ai pas, entre-temps, le temps passe et vous êtes en prison. C'est le jour où il va donner sa signature que vous allez arriver et, surprise générale, on va vous dire vous êtes relaxé. Voilà, c'est comme ça. Mais en attendant, vous coupez ça en prison. Je rappelle que le capitaine Bouba Simala, actuellement comparé libre, hein, il a bénéficié en 2015 d'une libération provisoire de Konengu où il a passé près de 2 ans. Donc c'est clair que pour l'instant, c'est compliqué cette affaire. Alors bon, Bengan, comment doit-on la comprendre? Rappelons que Bouba Simala, c'est le neveu de Kawayege Djibril, donc c'est un peu c'est son fils, pas un peu, c'est son fils. Non, c'est triste, c'est triste, vraiment c'est triste. D'abord, les personnalités engagées pour l'affaire, il s'agit quand même du président de l'Assemblée nationale et d'un capitaine de la gendarmerie, donc de notre armée de gestion. Maintenant, les liens entre les deux, vous l'avez dit, c'est les liens de famille. Les liens de famille, est-ce que le président de l'Assemblée nationale a compris finalement que les 2 ans de détention de son fils suffisent pour qu'il cette les procédures de son élargissement. Mais est-ce que la procédure utilisée, alors, comme disait Auréole tout à l'heure, n'est pas bonne? Absolument. Elle n'est pas bonne du tout. Donc c'est pour ça que je dis c'est triste. Parce que une haute personnalité de la République qui accuse un officier supérieur des forces de maintien de l'ordre pour des faits aussi graves, enlèvement. Il a même, n'oublions pas qu'il avait dit qu'il était terroriste, c'est-à-dire qu'avec Boko Haram, avec un certain nombre de choses. Donc, est-ce la légèreté? Est-ce vrai? Et pourquoi on en arrive là? Pression de famille? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il faudrait qu'à chaque fois, vraiment qu'on change de système dans ce pays. D'accord. C'est ceux qui nous dirigent. Oui, où les riches veulent opprimer à tous les moyens les pauvres. Je ne sais pas. Je n'exclus pas ça, mais le problème c'est que c'est qu'il y a à faire pour le nivellement moral de ce pays. Ceux qui ont la charge de nous conduire, ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus, c'est-à-dire même porter plainte contre tel ou tel par rapport aux chefs d'accusation qui sont connus. On peut les... Voilà quelqu'un qui a passé 2 ans et après, figurez-vous qu'après, on dise soit que le procès est annulé ou alors que non, il n'avait pas voulu... Ou qu'il y a un non-lieu. Voilà, qu'il y a un non-lieu. Il n'avait pas... Et qu'on dise ou peut-être il n'avait pas voulu enlever le président. Il avait senti un danger, il a voulu plutôt le protéger.
Qu'est-ce que vous faites de ces 2 années passées en prison? De toutes les façons, il a fait, rappelons qu'il a été rectifié, hein, c'était en 2017 et pas en 2015. L'exactitude des faits m'oblige à le rectifier. C'est le 8 février 2017 que Bouba Simala a été donc libéré de la prison de Kondengui après 2 ans passés au cachot. Alors, Haribel, Kavaye Djibril, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il recherche avec cette histoire de « j'ai pas porté plainte ». Mais il a compris après que c'est son fils, que ce n'est pas bien. Et peut-être il a aussi compris que les insolations derrière en train de le pousser pour pouvoir salir le nom de la famille. Tu vois, Eric, et c'est pour cela qu'il est revenu au meilleur sentiment. Il a dit, ça va, je laisse tomber. Comme vous voulez me détruire, vous voulez détruire ma famille, je ne vous permets pas. La sorcellerie, ce n'est pas un métier. Je ne sais pas pourquoi vous faites trop de sorcellerie. On vous paye quand vous faites de la sorcellerie. Laissez quelqu'un avec son enfant, c'est son fils. Vous êtes venu derrière, vous avez bavardé, il a mis son fils en prison 2 ans, c'est beaucoup. Il est malé. Oui, vous dites que Bouba est quoi dans l'armée? Oui, capitaine de gendarmerie. Beaucoup de pertes comme ça, 2 ans en prison. Ouais. Quitter derrière eux, la sorcière, ce n'est pas un métier. Kavaye, je t'apprécie, je te dois une bière. Non, tu ne bois pas la bière. Je te dois une bouteille de whisky pour ton geste. Les gens vont raconter que tu veux faire comme ça, tu veux faire comme ça. Si non, tu il boit le jus et le voilà, j'ai un casier de jus pour toi. Les gens vont raconter, il fait comme ça, il fait comme ça. Et puis quoi te fait? Continue sur la même lancée, je suis moi d'accord avec toi. D'accord. Voilà, Florazé, la deuxième information de la revue des réseaux sociaux de ce matin. Crise anglophone au sein qui affecte également la Cameroon Development Corporation, entendez, la CDC, alors qui annonce un certain licenciement de près de 5000 employés. Et puis les conséquences socio-économiques de la crise donc dans les régions anglophones affectent notamment cette entreprise. Et puis on rappelle que c'est une macro agro-industrielle et puis la seconde plus grande en tout cas employeur après après l'État. Donc c'est quand même énorme. Et puis pour cause les activités menacées par les violences en zone anglophone donc sont au ralenti et puis affectent également la rentabilité de cette entreprise. Et puis la direction a donc décidé aussi de tenir donc une réunion de crise et puis avec des syndicalistes et à juger donc la situation préoccupante. On peut avoir 5000 emplois qui sont donc menacés du fait de cette instabilité grandissante dans les régions anglophones. On rappelle également qu'on a une chute d'activité, les salaires qui peut être même revus à la baisse si la situation persiste, l'a dit la direction. Et puis la CDC, on rappelle, est une grosse industrie qui produit des produits tels que prisé, la banane, l'huile de palme, le café, le thé, bien d'autres, est basé au sud-ouest. Donc c'est quand même terrible pour les populations, bref, pour des familles qui se nourrissent encore grâce à cette entreprise. J'ai une pensée ce matin pour Peter Mafani Moussangué, vous comprendrez pourquoi dans le développement que nous ferons de cette affaire. Alors il faut dire que tout récemment, il y a eu cette note d'information qui est sortie et qui a d'ailleurs commencé à alerter les Camerounais parce que le Cameroun est actuellement en chute libre dans son exportation de bananes et les explications sont à trouver également dans le ralentissement des activités de la CDC en la matière qui, comme vous le savez, à côté du PHP, également est une grosse mastodonte du secteur. Bon, Bengan, comment doit-on comprendre cette menace qui pèse sur la CDC et ces 5000 Camerounais qui devront perdre leur emploi ou qui devraient, ça dépend d'où on se place. Non, toujours de la tristesse. Hein. Lorsqu'on disait au chef de l'État et à tous ceux qui l'entourent que le problème anglophone est un problème national, il fallait engager le dialogue dès le départ et surtout savoir qu'ils ont des revendications légitimes que le chef de l'État lui-même a reconnues. Il ne fallait pas aller très loin, il fallait apaiser les cœurs et continuer à mener le Cameroun vers l'émergence en 2035. C'est ça l'horizon qu'il avait. Donc voilà les situations déplorables qu'on aurait pu éviter. D'où l'urgence de tout de suite trouver une solution rapide à la crise pour sauver ces emplois. Auréole Choumi, votre mot là-dessus? Non, juste dire qu'il ne faut pas aussi donner l'impression que tout est rose dans ces entreprises. On a le cas du Carbap en Djombe, le centre africain de recherche sur bananiers et plantains de Djombe. Dans ces entreprises, très souvent, les employés vivent une misère qui ne dit pas son nom. Ils n'ont pas d'affiliation. Ils ont des salaires parfois très bas.
des salaires parfois très bas. Donc il faudrait aussi que ces entreprises... Mais autant, bon, maintenant... Mais c'est mieux que rien quand même. Hein. Non, c'est mieux que rien, mais seulement il faudrait aussi que... Puisque ces bananes-là, nous ne les mangeons pas. Nous mangeons le vrac sur le marché. Oui. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc avant que de pleurer sur le sort de la CDC, il faudrait rappeler à la CDC que nous aussi, on a envie de manger de la vraie banane. On a envie de boire de la vraie huile de palme. On n'a plus envie d'aller voir Mamie Jacques au marché pour prendre le vrac. Et maintenant, ma deuxième observation sur ce sujet... Attention quand même, la crise anglophone... Oui, j'en viens donc pour dire que la crise anglophone, c'est la résultante de ce qu'il n'y ait pas eu un dialogue profond avec tous les acteurs de la vie publique et politique au Cameroun. Maintenant, forcément, il y aura des ramifications. C'est la même chose au nord, à l'extrême nord, vous voyez, tout le temps, les bergers se plaignent, c'est la même chose. Tant qu'il y a guerre quelque part, tant qu'il y a crise quelque part, tant qu'il y a des tueries, tant qu'il y a la razzia, tant qu'il y a la présence militaire quelque part, ou des personnes qui refusent de déposer les armes et de considérer qu'ils appartiennent à une république, forcément, les entreprises ne vont que perdre payer les pots cassés. Oui, c'est cynique de le dire, mais c'est la réalité. Haribel sur la CDC. J'aime mal, Eric. Quand je suis ça, j'ai beaucoup mal. Tout ce que je peux dire à la population du Sud-Ouest, c'est de baisser vraiment, laisser tomber les armes et revenir dans la paix. Voilà, ça va la CDC qui va chuter, qui est en train de chuter. Ça va bientôt, ça va entrer dans la liste de la SEMRI, de toutes les sociétés. Aujourd'hui, qu'on n'en parle même plus. Oui. Ça commence toujours comme ça. La SEMRI, je ne sais pas comment ça va commencer, mais ça n'existe plus. Puisque ça commence comme ça, on va s'accrocher, on va dire c'est la crise anglophone, c'est comme ça, et on va fermer demain. Et entre-temps, les enfants vont rentrer au quartier, les employés, non? Le chômage va s'installer au quartier et le vol va s'aggraver. S'il vous plaît, baissez les armes, revenons dans la paix. C'est la paix est la meilleure clé. D'accord. Vous avez parlé de la SEMRI. J'aimerais passer le bonjour à tous ceux qui nous regardent de Yagua, c'est l'extrême nord du Cameroun. Florazé, la troisième information, je vous en prie. Alors, la troisième information, il faut aussi qui fait le bas, c'est l'information liée aux réseaux sociaux et puis aux gendarmes. Puis, les gendarmes sont sommés par le CED d'abandonner l'usage des smartphones, bref, tout ce qui est opération des réseaux sociaux, en tout cas sur le terrain. C'est un traitement interdit maintenant. C'est une mesure qui vise donc à réduire les publications faites par les forces de maintien de l'ordre à travers les réseaux sociaux et aussi par souci de confidentialité. Il est donc désormais interdit aux gendarmes l'usage des téléphones Android, surtout dans toute situation d'engagement opérationnel. Et puis strictement interdit de capturer même les images d'action sur le terrain. C'est donc une décision du CED et puis qui semble arriver à point nommé. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on a vu des vidéos plutôt tristes, des femmes traînant dans la boue, etc. et tout, qui ont quand même marqué négativement nos chers internautes. Et puis voilà donc que cette mesure tombe et puis qui permet également de supprimer tous les comptes qui laissent voir leur appartenance aux forces de maintien de l'ordre. Donc les gendarmes doivent se tenir à carreau. Désormais. Oui, c'est vrai que c'est une forme aussi un peu d'aveu d'impuissance de la part du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, Galax Yves Landry Etoga, parce que, souvenez-vous, il y a quelques semaines, une note similaire avait été pondue par lui-même et disant clairement l'utilisation des réseaux sociaux par les gendarmes et comme vous le savez, ça n'a pas été respecté puisque il y a quelques jours on découvrait une vidéo de deux jeunes Camerounaises maltraitées dans la boue par des hommes en tenue, donc ça montre que les gens n'ont pas respecté cela et donc il revient avec une deuxième note pour repréciser sa pensée sur le sujet. Est-ce que cette fois il sera écouté? Parce qu'il a précisé dans cette note évidemment que les gens créent des faux comptes, donc les gens ont réussi à contourner cette mesure et à créer des faux comptes. Il faut dire que le monde il est tel qu'il est, on imagine un peu les gendarmes ne peuvent arborer des smartphones sur telles opérations. Comment ça va se faire? Alors Oyol Tchoumi, votre commentaire là-dessus? Non, je ne suis pas d'accord avec vous, Eric Fopoussi. Oui. Voilà la preuve qu'il faut gouverner un pays avec les jeunes.
Moi, je tire un coup de chapeau au chef de l'État, Paul Biya, sur la nomination de Yves Landry au secrétariat d'État à la gendarmerie. Pourquoi? Parce que ce monsieur a compris que dans tous les pays du monde, les grands pays qui sont déployés sur le théâtre des opérations, notamment les guerres, on n'y va pas avec son téléphone personnel, monsieur. Si vous allez avec votre téléphone personnel, il reste au camp. Quand vous êtes en train d'aller au front, vous allez avec des téléphones satellitaires. Vous croyez que l'armée américaine ne commet pas les exactions? Il n'y a pas une armée au monde. Je le dis, il n'y a pas une armée au monde qui commet les exactions comme l'armée américaine. Mais vous ne verrez aucune exaction. Même les films, l'armée américaine encadre tous les films militaires tournés par les États-Unis, par Hollywood. Pourquoi? Parce qu'il faut vendre l'image de l'armée. Un Rambo qui quitte tout seul, qui va au Vietnam, qui va tuer tout le monde et rentrer avec les soldats. Au Cameroun, vous avez des militaires et des gendarmes qui s'amusent à diffuser, à filmer une torture et à diffuser sur les réseaux sociaux. Mais ils oublient une chose, c'est que aucun militaire au monde ne peut faire subir à un terroriste le cas de ce qu'un terroriste peut faire subir à un militaire. D'accord. Donc alors, il faut, au final, on salue. Nous sommes d'accord au final, parce que quand je dis aveu d'impuissance, ce n'est pas dans l'intention qu'il a, c'est dans l'impossibilité qu'il trouve, qu'il constate de faire respecter cette mesure. Oui, le problème c'est qu'il faudra, à partir des camps, être à même d'identifier. Voilà. C'est vrai que c'est difficile. Par exemple, oui. C'est difficile, mais il faut réunir les soldats et leur dire quel est le rôle des soldats. Quand tu vas en guerre avec un camarade et qu'on le tue, naturellement, tu as envie de te venger. Mais tu ne devrais pas filmer et diffuser. Et donc, Yves Landry Toga est dans son rôle. Je lui tire un coup de chapeau. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Vous l'avez appelé Yves Landry et j'ai souhaité vous demander quels sont vos rapports, mais je... Non, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu. Non, je sais. Oh là, mais Oriol, je sais que vous ne le connaissez pas. Mais juste l'avoir appelé par son prénom au départ. Il protège les militaires et les gendarmes. Okay. Il les protège. Merci beaucoup à Rouve le Rasé pour cette revue des réseaux sociaux de ce mercredi 20 juin 2018. Nous vous remercions infiniment. Vous me regardez d'un coin de l'œil, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est normal. C'est normal, je suis là pour servir les gars, mon cher téléspectateur. D'accord. Ok. Madame, Messieurs, le Zénith se poursuit ce mercredi. Parlons maintenant de la cérémonie d'installation des membres des bureaux élus, des organes de la famille Kafo ici à Douala. Et pour en parler, j'accueille quelques membres de cette famille Kafo ici à Douala. D'abord, Monsieur Félix Kamgang et ensuite Madame Marie-Thérèse Kamois et puis donc Kevin Momo. Je rappelle qu'il est malvoyant. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau. Bonjour, bonjour. Bonjour Eric. Alors non, pas tout le monde en même temps. Hein. Chacun, ok. Alors, première question ce matin, parlez-nous de la famille Kafo de Douala. Alors, bonjour Eric. Oui. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de Equinox TV. La famille Kafo de Douala, c'est une association d'environ 500 personnes. C'est une association qui est composée de 4 organes. Le premier organe, c'est l'association, c'est une sous-association, disons que c'est l'association des hommes, la réunion des hommes. Ensuite, la réunion des hommes a environ 150 personnes, la réunion des femmes environ 150, la réunion des filles environ 150 également, la réunion des jeunes est d'environ 50 personnes. D'accord. Alors, nous sommes... Le village Kafo, c'est un des 16 villages du groupement Baham. Oui. Et le chef de la famille Kafo de Douala représente le chef du village Kafo. Et donc nous sommes, voilà, donc à peu près, en gros. Voilà, la présentation de la famille Kafo de Douala, hein, à Baham. Et quelques mots quand même sur cette cérémonie d'installation des membres du bureau élus des organes de cette famille Kafo. Je vous en prie. Alors, c'est Madame Marie-Thérèse Kamois qui prend la parole. Oui. D'accord. Madame. La cérémonie
est pour l'installation des membres élus dans tous les organes de la famille Kafo de Douala. Et elle est présidée, elle est placée sous le haut patronage du chef de la famille Kafo et chef du village Kafo, autant pour moi. Et nous... Et bien sûr que cette cérémonie-là d'installation, il fallait repréciser l'organe de cette famille pour mettre de l'ordre ou pas. Enfin, je veux dire. Oui, dans cette famille, tous les organes doivent être en communion, installés, oui. Et le chef de famille, pardon, le chef du village Kafo doit être là présentement lui-même. Et il a dans sa JBCA 4 bâtons de commandement. D'accord. C'est lui. Il a le bâton de commandement du chef de famille, le bâton de commandement de la présidente des femmes Kafo de Douala et le bâton de commandement des filles appelées communément Gogo de Douala, et enfin le bâton de commandement des jeunes, du président des jeunes Kafo de Douala. D'accord, ok. Donc sur cette cérémonie-là, c'est prévu comment? Parce qu'il faut qu'on explique ce qui va clairement, ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Oui, le programme doit être présenté comme ci-dessus. Oui. On va commencer d'abord par l'animation, par la cérémonie traditionnelle, enfin la danse traditionnelle Gogo de Douala. D'accord. Ensuite, ce sera quand? Ce sera effectivement le 23, samedi 23 mai. 23 juin 2018, oui. 2018. Oui, après, on va passer à pas à l'installation, à l'accueil des invités. Et après, ce sera le mot de bienvenue du président du comité. Ensuite, c'est beaucoup de gens. Il y a le chef du village. Il y a d'abord l'installation et puis d'accord. Les différentes interventions. Peut-être que M. Félix Kamguin va également peut-être nous dire ce que vous attendez des responsables qui seront issus de ce nouveau bureau élu. Ok, justement, nous sommes là ce jour pour les installer. Oui. Et les installer, ça veut également dire les mettre devant leurs responsabilités, leur dire que c'est à eux de nous conduire, de nous organiser, et leur dire que c'est à eux de nous sensibiliser, parce que là, ils ont un rôle de réunir tous les membres de la famille Kafo, de Douala où ils se trouvent, et d'amener chacun d'entre nous à donner sa petite contribution à l'épanouissement des ressortissants Kafo et au développement des terroirs. Donc nous attendons d'eux qu'ils soient avec nous, qu'ils nous sensibilisent, qu'ils contrôlent nos finances, qu'ils s'assurent que chaque membre de la famille Kafo donne le meilleur de soi-même pour le succès de notre association, de notre terroir également. Oui. Alors, Monsieur Félix Kamguin, pourquoi avoir médiatisé l'installation? Oui, la médiatisation de l'installation nous donne la possibilité de sensibiliser davantage le maximum de la population Kafo. Nous pensons ce jour-là réunir environ 400 personnes. Alors, la possibilité que vous nous avez donnée d'être ici, c'est de dire à nos gens d'être là et d'écouter notre chef du village qui sera là, qui va présider la cérémonie, d'écouter également le chef de la communauté Baham de Douala, puisque
À Douala, il y a également un chef de la communauté. D'écouter notre chef qui est élu, qui va dérouler son programme pour les 5 années à venir, de l'écouter également, s'engager devant nous pour diriger CAFO dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Alors, il faut dire, c'est où et c'est quand? Donc, comme on l'a dit, c'est le samedi prochain, c'est-à-dire le samedi 23 juin, à partir de midi. Oui. Où? À CAFO, à l'esplanade du foyer Poums. C'est non loin de la mairie de Douala, deuxième. D'accord. On va passer la parole aussi à Kevin Momo. Je rappelle qu'il est malvoyant pour nous dire quel impact des jeunes pour cette cérémonie. Oui. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Oui. Le jeune a un grand impact, un grand rôle dans cette cérémonie. Il faut dire déjà que le chef de la famille Kafo compte beaucoup sur les jeunes. C'est là que le jeune doit apprendre un peu dans sa culture. Il doit voir comment se passe la danse du gougre, pour ceux qui ne connaissent pas. Le jeune qui arrivera va apprendre également un peu à parler la langue maternelle, parce que je rappelle que la cérémonie sera dirigée par 3 personnes, une qui parlera en langue, l'autre qui parlera en français, et une jeune qui est communicatrice et qui parlera également en français. Donc le jeune va apprendre à parler la langue maternelle à travers cette cérémonie. Le jeune va connaître qui est le chef du village Kafo. Pour ceux qui sont jamais allés au village, ils vont le voir ce jour-là. Le jeune va beaucoup apprendre ce jour-là. Et je vous rappelle que ce sont les jeunes qui serviront de protocole. Ce sont les jeunes qui seront à l'accueil, qui vont dire voici votre place et qu'on sort. Donc c'est ça son rôle. Il est là. Et pour conclure, je dis que la jeunesse étant le fer de lance de la nation, la jeunesse également à Kafo, le fer de lance du village Kafo. Donc, raison pour laquelle la famille Kafo nous soutient, parce qu'elle sait que nous sommes un bras fort et qu'après elle, c'est la jeunesse. D'accord. Merci beaucoup à vous sur le plateau d'être venu ce matin nous parler de cette cérémonie d'installation des membres du bureau élu des organes de la famille Kafo de Douala. On va surtout dire que Amgeke et répondre comment? À Piagna. À Piagna. D'accord, merci beaucoup. Equinox Télévision, madame, monsieur, l'émission c'est 10-12 le Zénith. Nous allons tout de suite tourner une séquence télévision toute particulière puisqu'il s'agit d'interpellation de ce mercredi 20 juin. À tout de suite. Il faut alors qu'on développe à nouveau les stratégies, des autres stratégies pour voir comment on peut sortir ces 2 régions dans cette crise. Et de là alors, il faut un dialogue, il faut préconiser le dialogue, parce que c'est le dialogue qui doit vraiment, à travers ce dialogue, on peut trouver une solution à cette crise anglophone et que l'année 2018 alors soit stable dans toutes ces 2 régions et que chaque enfant doit retourner à l'école. Pour voir comment on peut résoudre ce problème et que les 2 régions soient réunies, puisque le Cameroun est un et indivisible. Et là, il n'a pas vraiment touché ce point. Est-ce qu'on attendait vraiment de lui? Donc ça ne m'a pas vraiment étayé tout son discours-là. D'accord, nous sommes de retour sur le plateau du 10-12 le Zénith, le cercle, le plateau cercle circulaire. On va avec vous, Laurent Bengan, évoquer le sujet d'interpellation ce matin sur l'indivisibilité du Cameroun, sur l'unité du Cameroun, donc un et indivisible. Et donc au moment où on évoque la crise anglophone et dont le président Paul Biya est appelé à être, comme l'indique la constitution camerounaise, le père de la nation camerounaise à travers donc l'application même du principe d'unité du Cameroun. Non, mais justement, c'est ça qui fait problème. Oui. Parce qu'on a fait comme si c'était un Camerounais qui disait qu'il faut engager des dialogues, était pour la division du Cameroun. Or, ce problème de division du Cameroun, tel que posé par les Ambazoniens, implique tout le monde. C'est pour ça qu'on parle de problème Cameroun. Et à l'intérieur de ce problème Cameroun, il y a la question anglophone. Voilà comment on devrait le prendre. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous sommes donc aujourd'hui, comme disait le compatriote, est-ce que les enfants iront à l'école en septembre prochain?
point d'interrogation. Donc, et nous avons remarqué que au courant de l'année 2017-2018, beaucoup de nos établissements ont accueilli l'essentiel des gens là-bas. On parle maintenant de Conan. Flora nous a fait par ici qu'il y a certains villages là-bas, certaines villes. Conan, ce n'est pas un village, c'est pratiquement une ville. C'est une ville. Donc, qui se retrouve dans des situations aussi compliquées, vraiment. Désertées par ces populations. Oui. Auriol, votre commentaire sur l'interpellation de notre compatriote ce matin? Non, simplement dire que c'est maintenant qu'il faut prévoir. Et c'est vrai que davantage, la situation s'enlise, la crise s'aggrave, et donc il faut prévoir, il faut passer à l'action. Et honnêtement, si le ministre de la Communication, après avoir dit qu'une délégation va aller pouvez nous situer dans le temps, parce que le discours du RDPC et du gouvernement camerounais, avec bientôt, dans quelques temps, une délégation est annoncée. Vous voyez un peu, et ça, les gens sont au Nigeria, et même ceux qui sont au Nigeria sont déjà en danger, avec le grave conflit qui oppose les Fulani aux bergers, aux agriculteurs. Vous voyez un peu, donc même nos compatriotes qui ont fui, qui sont allés au Nigeria, ne sont pas en sécurité là-bas. Et c'est quand l'affaire sera devenue vraiment incurable que là on va se réveiller. Commission X, commission Y. Où sont les rapports des différentes commissions? Voilà. Et la vérité, c'est qu'on va tourner. Les députés finiront par accepter à l'Assemblée nationale de parler de la crise anglophone. Alors, Florazé. Ce qui n'arrive jamais à dire non. Donc, la situation est très critique. Tout à l'heure, on parlait justement de la CDC. Oui. C'est-à-dire personne ne peut plus, dans ces conditions, investir au Cameroun. Oui. On ne peut plus venir investir au Cameroun. L'économie est en mal. On ne peut plus investir. Même des gens qui avaient tenté les différentes constructions dans les villages au sud, nord et autres. Encore que ça affecte même déjà les autres régions du pays. Donc, la situation est critique. D'accord. Que faire? Je crois que le système en place, c'est ce qu'il faut faire. Et le compatriote aussi qui a parlé, il a dit des choses très intéressantes qu'on peut commenter aussi avec Haribel ce matin. Oui, il a beaucoup parlé. C'est ce que je ne cesserai de dire, que la paix, rien que la paix. Laissons les problèmes. Et en plus aussi, il a parlé du président, que le discours du président, que le président n'a pas bien parlé. Qu'il parle bien ou pas, tout ce que nous on veut, c'est qu'il descende au moins là-bas, toucher du doigt la réalité de ce qui est là. Que de rester, on envoie Samuel Eto'o, c'est vrai que Samuel Eto'o peut apaiser les cœurs des gens. Mais si le président met son pied là-bas, je vous assure qu'ils vont comprendre que oui, il a dit que le Cameroun est un et indivisible. Il a prouvé avec ce geste en venant leur écouter, que de rester pondre les commissions X, pondre les commissions Y et faire des discours. Quand on attend même qu'ils parlent même de ça, ils ne parlent même pas de ça, ils sautent sur ça, ils partent ailleurs. Franchement, descend là-bas le père. C'est le Cameroun, non? Même n'est pas au Cameroun. Voilà. Lui n'est pas au Cameroun, c'est au Cameroun. Il faut aller. Surtout nous soustrait ces discours pompeux qu'on remarque au quotidien, donc clairement. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à rester toujours sur Equinos Télévision. Une bonne nouvelle ce matin avec le concept Salaka de Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais, qui doit d'ailleurs être très content ce matin après la victoire hier du Sénégal face à la Pologne 2-1. Constilamine, félicitations à vous. Et on est à l'heure Wolof. On se met à langue Wolof ce matin. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Nangadef Eric et Nangadef à tous nos téléspectateurs et surtout bravo au Lion de la Teranga, mon pays d'origine, bien entendu, qui a brillé hier. Et pour arroser cette victoire du Sénégal, bien entendu, le concept Salaka offre encore et encore des réductions à tous ceux qui vont nous appeler pour le compte de cette émission de ce matin. Et la bonne nouvelle est la suivante. Vous aviez été nombreux, chers téléspectateurs, à nous appeler. Vous aviez été nombreux à demander la prolongation, c'est-à-dire à demander bien sûr quelques jours de plus sur cette grande promotion. Vous aviez été nombreux à faire des SMS et le concept Salaka étant ce concept qui écoute sa clientèle, étant ce concept qui a pour principal partenaire vous, les clients, voilà pourquoi on a décidé, avec bien sûr la victoire des Lions de la Teranga hier, d'augmenter encore 2 semaines supplémentaires. Oui, vous aviez encore 2 semaines supplémentaires pour acheter la qualité au meilleur prix du côté bien sûr du magasin Salaka. Et à l'occasion de la victoire du Sénégal hier,
tous ceux qui vont appeler, même si vous bipez, même si vous envoyez un SMS, on vous accordera une réduction spéciale sur tous les prix qui vous seront communiqués tout au long de cette journée. Alors je rappelle bien sûr également que le stock des ordinateurs de 30 000 francs est déjà terminé. Oui, il n'y a plus les ordinateurs de 30 000, mais ce matin, nous allons vous permettre d'acheter un ordinateur encore plus costaud, un ordinateur plus solide que vous retrouverez ailleurs à plus de 60 000 francs. Vous l'avez dans le cadre de cette émission à 50 000 francs, un ordinateur Core d'Audio. Et je rappelle que le stock, il est très limité. Alors nous allons tout de suite commencer bien entendu la vente de ce matin avec le concours de la réalisation. Nous allons tout de suite rappeler déjà que le magasin est situé en plein cœur d'Aqua, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Voilà le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin avec bien entendu un magnifique robot mixeur. Voilà, c'est bien sûr l'ordinateur qui s'affiche à l'écran. Nous allons commencer bien entendu par le robot mixeur 2 balles. Je rappelle qu'il est neuf, il est dans le carton, il vous permet de faire les jus de fruits, les condiments secs, les condiments frais. Vous l'avez à 11 500 francs et vous avez encore 2 semaines jour pour jour pour l'acheter à 11 500. Ceux qui n'ont pas le temps peuvent commander dès à présent et retirer même après la promotion. Et dès que vous appelez, on vous donne encore la réduction sur ce robot mixeur de 11 500 francs. C'est du jamais vu. Il n'y a que le concept Salaka pour le faire. Nous allons tout de suite continuer avec un magnifique fer à vapeur. Il est non seulement costaud, il est grand, il est solide, il est neuf, il ne coûte que 6 500 francs. Je rappelle que le même fer à vapeur, vous l'avez ailleurs à plus de 15 000, mais dans notre magasin, 1001 tapis, grâce au concept Salaka, vous l'avez à 6 500 francs. Et je rappelle qu'à Salaka, on ne dépanne pas, mais on remplace. À côté bien sûr du fer à vapeur, on a cette magnifique bouilloire électrique. Je rappelle qu'elle est en aluminium, elle est neuve, elle est dans le carton. Vous l'avez à 7 500 francs, pendant qu'on vous la vend à 12 000, 10 000, mais Salaka vous la vend à 7 500 francs. Et dès que vous appelez pour la victoire du Sénégal, on vous applique encore une réduction spéciale sur cette magnifique bouilloire. À côté bien sûr de la bouilloire électrique, on a bien entendu ce magnifique appareil de musique, le woofer. Oui, ça vous permet non seulement d'écouter la musique, mais également de suivre les informations grâce à sa radio incorporée. Vous l'avez à 25 500 francs. Oui, Aurélio Tchoumi, ce n'est pas la blague. Ne sois pas étonné, mon frère Aurélio. C'est 25 000. Un magnifique ouf, neuf dans le carton. Et dès que vous appelez, je donne encore la réduction. Tchac, sur ce woofer de 25 000 francs seulement. À côté, bien sûr, du woofer, on a bien entendu un laptop. Je rappelle que le dernier stock de ces laptops est encore disponible. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, nous acceptons les avances. On peut commander dès à présent et retirer après la promotion, à condition d'appeler dès à présent et de recevoir une réduction spéciale pour la victoire du Sénégal. 65 000. Il est d'origine, il est solide, il est dans le carton, il est avec garantie. Il a 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM à 65 000 francs. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs, rien que dans cette émission. À côté, bien sûr, le nouveau bébé, un ordinateur complet. Il a un écran 17 pouces. Il a 80 Go de disque dur. Il a 2 Go de RAM. Et bien entendu, le lecteur DVD, vous l'avez à 50 000 francs. Je rappelle que l'ordinateur de 30 000 francs était pratiquement la moitié de celui-ci. Normalement, ça devait coûter 70 000 francs. Mais vous l'avez à 50 000 francs avec une réduction pour ceux qui vont commander. Et les écoles, les établissements, les entreprises qui veulent acheter en gros, on vous donnera encore une réduction spéciale. Nous allons tout de suite continuer avec un Core i3, vous l'avez à 100 000. Oui, un Core i3, il est professionnel, il est de qualité supérieure. On vous donne encore la réduction. Ouh là là, j'ai déjà un client dans cette émission. J'ai déjà un client. 100 000, un laptop Core d'Audio avec la caméra. Il a le Bluetooth, il a le graveur DVD, il a le Wi-Fi, bien entendu, à 100 000 francs. Ça se passe, bien entendu, dans cette émission. Le régulateur de tension à 16 000. Bien entendu, n'oubliez surtout pas, on a encore quelques minutes, s'il vous plaît. Régulateur de tension à 16 000 francs. Tapis de qualité supérieure à 19 000. Toujours dans cette émission pour le compte de cette belle journée commerciale. Alors là, les porte-culs automatiques
plus 3 morceaux de savon pour les enfants, pour laver les habits. Vous les avez à 2500 francs au magasin 1001 tapis. La suite nous conduit encore à l'instant. Bien entendu, un laptop à 65 000, oui, retenez-le, 65 000 francs au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. Les ordinateurs complets de retour à 50 000, un ordinateur complet. Dans ce magasin, nous allons conclure la vente de ce matin avec un robot mixeur à 11 500 Merci beaucoup, Konsi Lamine. C'est terminé pour ce matin. Merci infiniment. N'hésitez surtout pas merci beaucoup, Konsi Lamine, d'être passé sur le plateau ce matin avec le concept Salaka. On va tout de suite basculer vers Florazé pour aller prendre quelques de vos réactions, madame, monsieur, aux différents sujets que nous développons sur ce plateau. D'ailleurs, il y a, on va dire, du grain à moudre, puisque la revue des réseaux sociaux, Interpellation, a donné quand même à commenter, à décrypter sur ce plateau. Florazé, pourquoi vous me regardez avec autant de dépit? Non, non. Mais non. je rigole, hein, je rigole. Alors, et parlant des jeux de hasard, il y a un téléspectateur qui dit que concernant cette actualité à Ange Raphaël, c'est grave. Les jeux de hasard se retrouvent un peu partout de ce côté. Il a même cité Ange Raphaël, il a même cité, mais je ne peux pas citer les... Non, à côté de l'université de Douala. Ange Raphaël. Toute la zone franche universitaire est encerclée par les jeux de hasard. Ah, je comprends pourquoi tout récemment le CINES littoral faisait grève pour clairement dénoncer les conditions difficiles dans lesquelles les enseignants là-bas donnent cours. Donc ils sont assaillis comme ça par des gens comme ça, et donc c'est pas un cadre adéquat pour transmettre le savoir. Les autorités administratives ont laissé les bars envahir les établissements scolaires et universitaires. Il faut dire les choses comme elles sont. Et aujourd'hui, et là, les bars portent le nom de rectorat, de décanat, des unités de valeur. Bon, vous allez dire quoi? Ils ont osé faire ça. Ils ont osé utiliser des termes aussi sacrés. Et c'est très grave. Les termes du savoir. C'est très grave. Tu dis devant le parent, je m'en vais à l'amphi. Oui. Et le parent, lui, sait que tu vas à l'amphithéâtre. Et pourtant, l'amphi en question, c'est un snack bar. C'est un snack bar. Alors, Flora, allez-y, continue. Il y a une autre réaction ce matin. Dans un pays sous-développé, nous devons donc restreindre certaines pratiques qui poussent à distraire la jeunesse. Voilà, c'est le travail c'est le boulot du pouvoir en place. Sur notre page Facebook, il y a également une réaction peut-être rappeler la page Facebook de l'émission. Qui pense qu'on ne peut pas... rappeler, Florazé, la page Facebook de l'émission. 10-12 le Zénith. 10-12, c'est pas 10-12 heures, parce qu'il y en a qui disent qu'ils écrivent 10-12 heures et ça ne prend pas. C'est 10-12 le Zénith. D'accord, ok. Voilà, bon. Il ne faut pas amener la femme très loin dans son foyer. L'homme ne peut rester fidèle parce que la femme est à côté. Madame Nokam qui pense que la femme devrait aller... au village. Donc, si elle restait en ville pour suivre son mari, ça ne vaut pas la peine. Alors, on fait un petit retour sur cette histoire du jour de ce matin. Non, mais la femme doit aller au village. C'est là où elle va faire sa retraite. Qui va préparer sa retraite pour elle. Et là, puisque sa belle-mère va mourir bientôt. Voilà, mais donc, lui, quelle conclusion quelle conclusion. Bien sûr, elle prépare la relève. Alors, mais Florazé, soyez au moins d'accord avec ça. Je veux dire, à un moment donné, vous ne serez pas éternellement en ville. Voilà. Vous ne serez pas éternellement en ville. Et le village devrait pas te surprendre quand tu es arrivé. Voilà. À l'âge de la retraite. Vous savez, on a l'art de former mes propos sur ce plateau. Je n'ai jamais dit... C'est une autre question qu'on vous pose. Oui, mais je n'ai jamais... Oui, la vie est possible en campagne dans nos villages. Pas c'est possible. La vie est possible. Allons en campagne, je n'ai jamais dit... Animons nos villages. Développons nos contrées. Quand tu dis c'est possible... Je n'ai jamais dit non, parce que justement, à chacun son choix, mais je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas aller au village. D'accord. Merci beaucoup, Florazé. Je vous taquinais. Personnellement, je vous taquinais en espérant vous dénucléariser. Si Kim Jong-un et Donald Trump se sont rencontrés, pourquoi pas vous et moi? En tout cas, sur ce plateau. Madame, monsieur, merci infiniment de rester sur Equinox. On vous souhaite une très très belle journée sur notre antenne, puisque nos programmes se poursuivent. À demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.